puisque la poursuite de cette intervention, c'est aussi comprendre sur cette deuxième partie à quoi servent ces découvertes, en quoi ça éclaire l'histoire d'une région, d'un territoire, et alors peut-être poursuivre carrément, et puis un Et on moment verra, oui. d'échange, Oui, voilà, un oui. moment d'échange à la fin, pour respecter l'horaire, un moment de convivialité partagé sur la D'accord. terrasse. Donc, alors, bon, je vous propose donc qu'on balaye cette organisation du territoire donné depuis le néolithique donc jusqu'à la période médiévale pour vous montrer voilà, quelques belles fouilles, quelques beaux objets, quelques beaux résultats. Donc, alors, je reprends la carte de répartition des sites du néolithique, donc, qui s'inscrit dans la période entre moins 6000 et moins 2200 à peu près. Bon, il faut savoir que c'est plus le néolithique ancien est assez rarement représenté. On a quand même pas mal de données archéologiques dans le bassin de Clermont, mais les sites les plus importants comme Beaumont-Champ-Madame, c'est le néolithique, le Chasséen récent, néolithique moyen qui est très largement représenté. Donc voilà, au nord, Gersas et Basal, parc logistique, on l'avait évoqué tout à l'heure, hein, le Brézet. Brézet, il y a énormément de vestiges, hein, c'est un secteur qui est assez chaud. Allende, Pont du Château, Cournon-les-Assillous, et puis Beaumont, le site du Colombier. Qu'est-ce qu'il n'arrive plus? Ah oui. Voilà. Donc en premier lieu, je vous présente la fouille de Cournon-les-Quériaux. Bon, je balaye, hein, on ne va pas passer son temps sur chaque opération parce que c'est une conférence en soi à chaque fois. Hein, donc la fouille est en cours là, depuis un an. Donc c'est un très vaste gisement néolithique et qui est stratifié, ce qui est assez rare en milieu rural. On a des niveaux de sol qui sont conservés, associés aux structures en creux que vous avez souvent vues sûrement sur les chantiers archéologiques, c'est-à-dire les fosses dépotoirs hein, qui laissent des traces en stratigraphie dans le sol. Donc on a un gisement qui est stratifié avec des niveaux de sol, c'est-à-dire qu'on a tous les objets qui étaient perdus quand on circulait sur ces terrains à l'époque donnée, hein. C'est-à-dire on a les traces de circulation, les effets de parois, enfin on peut restituer des maisons, des activités particulières aussi, des activités de taille, de silex. On a toute la chaîne opératoire dans un secteur avec la taille du silex, etc., jusqu'au bout, jusqu'à l'utilisation, la constitution d'outils et l'utilisation. Donc on a aussi des niveaux de l'âge du bronze. Ici on a des urnes, vous voyez qu'elles sont en place, elles sont plantées dans le sol. Pour le moment on ne les a pas fouillées, on ne sait pas si ce sont des urnes funéraires parce que souvent elles sont réutilisées pour mettre des sépultures d'enfants, des choses comme ça. Et là on voit que c'est bien conservé, on a encore la dalle de couverture au sommet. Donc je vous disais que le gisement était stratifié pour cause, à l'époque gallo-romaine, on a une très grande voie qui passe, donc qui relie l'oppidum de Gondole à d'autres éléments plus au nord. C'est une voie nord-sud hein, qui est assez large et qui est bordée d'un très grand nombre de sépultures, comme c'était le cas toujours à l'époque gallo-romaine. On mettait les morts au bord des voies, au sortir des agglomérations ou des villes importantes. Et là, on a 135 sépultures ou bûchers funéraires, enfin, ce qui est énorme. Donc cette fouille a fait l'objet d'une découverte exceptionnelle. Donc ça a été décidé par la CIRA et donc il a fallu renégocier une prolongation. Alors heureusement, bon, c'est pris en charge par le FNAP, donc l'aménageur. Bon, on n'a pas à payer le coût des fouilles qui au total va s'élever à 3 millions d'euros. Gloops. Oui, 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 c'est un lotissement. Voilà. Donc Beaumont, la vallée de l'Artière, voilà, c'est pour Nicolas Roux. Donc un grand secteur qui a fait l'objet de plusieurs aménagements, notamment l'affût des jardins Bernard Mette, mais il y avait également la RN 89, les fouilles sous l'emplacement de botanique, etc. La ZAC des Foix, il y a eu le cimetière aussi, du coup le cimetière a été gelé parce que on a fait des sondages et les vestiges s'étendent dessous, donc le maire a décidé de ne pas le faire là parce que ça aurait été encore un coût monstrueux pour la commune qui avait déjà supporté pas mal. Donc c'est un site de 50 hectares à peu près, donc qui a été découvert par Gilles Loison dans les années 95 et puis qui a été fouillé successivement par d'autres responsables d'opérations de l'INRAP à l'époque.
Donc là, on voit ici en bas à droite le tracé au sol d'une maison néolithique. On voit les trous de poteaux donc, qui supportaient la structure. Et puis, on a pu restituer, à partir de l'étude des restes, les murs qui étaient en pisé, en fait. En pisé banché à l'intérieur de la structure en poteau. Donc vous voyez ce qu'on peut restituer quand même à l'issue des fouilles. Et puis bon, des sépultures également qui sont souvent associées à ce type d'habitat. Pont du château Champ-Lamay, donc également des sépultures, des structures à combustion, à pierre chauffante. Là, on trouve toujours ce genre de choses pour la période néolithique. C'est des grands points d'interrogation sur lesquels on a pu travailler pas mal sur la ZAC des Assillous et puis obtenir des résultats. Ici, on avait découvert un fragment de statuette féminine en terre cuite qui fait 6 cm de hauteur. C'est une déesse mère. C'est des choses qui sont assez rares, héritées de la préhistoire. Enfin bon, c'est... Et puis des sépultures importantes ici, creusées dans le sol avec une architecture... construite donc pour le colmatage de ces sépultures. Donc voilà encore ici un exemple de niveau de sol conservé. Donc on peut voir des meules en place avec les broyons posés, des vases en place sur le sol. Enfin bon, tout est comme si ça avait été quitté, peut-être pas à l'instant, mais voilà. Donc ça, il s'agit d'une unité de traitement des céréales où on traitait le blé, c'est du blé amidonnier vêtu qui était carbonisé. On a pu faire des études là-dessus. Donc il y a un petit foyer, ces meules et puis ces vases complets. Donc c'est une aire d'activité qui s'est développée en périphérie de l'habitat qui est juste à côté. Donc ça, ce sont des céramiques typiques en fait du Chasséen, du néolithique moyen. Ça avait fait l'objet d'une petite exposition à Pont du Château en 97, je crois. Donc l'âge du bronze. Voilà, à nouveau donc les grands sites. Gersat-Chantemerle, une grande nécropole magnifique. Également ici la ZAC des Fontagnies, une immense nécropole de 7 hectares. Le Petit Beaulieu, l'incinérateur, c'est un très vaste habitat qui est associé aussi à une nécropole qui a fait l'objet d'une découverte exceptionnelle. Cette année, ça a été terrible. Enfin, l'an dernier, pour les découvertes exceptionnelles. Non, mais c'est vrai que c'est pas forcément facile non plus pour nous. Bon. Donc, pour Gersat-Chantemerle, voilà la disposition, l'organisation de la nécropole. Donc, ce sont des sépultures centrales donc, qui sont ceintes d'un enclos. Et donc là, il y en a plusieurs, avec des tombes architecturées importantes à l'intérieur. Et après, on a des poses de sépultures adventices autour ou dans les fossés. Voilà l'opération en cours de fouille. Voilà le type de tombe qu'on peut trouver, donc avec du mobilier associé, très intéressant, avec des parures typiques pour les hommes. Il y a des poignards associés à des hommes de plus de 30 ans, des épingles, des éléments de parure en os ou en coquillage. Beaucoup d'haleine également, c'est plutôt réservé aux femmes. Il y a des vases, des objets en alliage cuivreux. Voilà. Alors le Petit Beaulieu, l'incinérateur, sont des fouilles récentes, donc je vous ai montré quelques photos. Donc il y a eu 7 hectares de fouillés, donc supportés par l'aménageur, Vernéa en l'occurrence. Bon, le coût de la fouille, je ne sais plus, c'est dans les 2 millions, ouais, par là, oui. Ou 2 millions, ouais, 2 millions, je crois, c'est ça. Voilà, donc c'est l'opportunité de travailler vraiment sur un site dans son ensemble, parce que généralement, c'est vrai qu'on va travailler que sur une partie du site, mais là, les 7 hectares, on avait quasiment le site entièrement. Non, mais c'est vrai que pour la recherche, c'est très intéressant aussi. Hein. Voilà, et puis on a pu travailler également sur les relations entre l'habitat et la nécropole, parce que souvent, on a l'habitat, pas la nécropole. Évidemment, on n'enterre pas forcément les morts à côté de sa maison. Et là, donc, on pourra travailler. Donc, l'équipe est en cours d'études. Donc, on aura le rapport, je pense, dans un an.
La ZAC des Fontanilles, on en a parlé donc tout à l'heure, un vaste ensemble aussi de nécropoles avec beaucoup de dépôts. À l'époque, les sépultures donc, sont inhumées. Ici, elles sont à côté de l'habitat également. Donc, souvent, elles réutilisent des fosses silos. Alors, c'est un domaine un peu plus particulier. On va mettre les sépultures comme ça en position contractée dans des fosses. Et puis déposer des enfants dans des vases récupérés. On a eu beaucoup de ce genre de choses. Je me rappelle plus des chiffres, des nombres. C'est vrai qu'il y a tellement de fouilles que j'en perds un petit peu là. Alors l'âge du fer. Donc les grands sites dont je vous parlais tout à l'heure, avec le déplacement, je vous remets la diapo, le déplacement des centres politiques et religieux du bassin de Clermont. Alors avec le grand site de Gandaïa, donc Aulnat-la-Grande-Borne au nord, où là on avait vraiment, on peut parler de proto-urbanisation, c'est sur 150 hectares, on estime l'occupation de cette ville sur 150 hectares, à l'appui à peu près de 35 points de découverte qui ont été fouillés ou diagnostiqués. Donc on a une association de vestiges domestiques également, caractérisée par des bâtiments, des fosses, des caves, des puits, des sols, associés donc à des éléments funéraires. On a une nécropole également, avec des sépultures à inhumation et des crémations, puisqu'à l'époque on brûle les morts. On a également des vestiges de type religieux, des dépôts en puits, des dépôts d'amphores, et des dépôts rituels, qui sont assez caractéristiques de cette période de l'âge du fer. Donc la fouille qu'on a menée ici sur Gandaïa, l'extension aéroportuaire sud, ça nous a permis de travailler sur la fenêtre de cet immense habitat de 150 hectares. Donc on a constitué une sorte de diagnostic en fouille de ce vaste ensemble. On a également trouvé une forge avec des bâtitures, des tuyères, des scories dans ce secteur. Voilà donc les dépôts qu'on a trouvés au fond des puits. Alors des vases magnifiques également, avec des décors exceptionnels, avec des décors animaliers qui sont uniques, vraiment uniques, qui ont fait l'objet d'expositions en Europe. Ils ont tourné partout ces vases. Enfin, c'est dommage qu'on n'ait pas de musée ici qui puisse présenter ces collections exceptionnelles. Mais pour l'instant, ce sont les mairies qui les récupèrent, ou c'est vous? Là, pour le moment, c'est conservé dans les dépôts de l'État. Ouais. Ici, Clermont-Ferrand-le-Brézet. Donc, on a pas mal d'exemples de rituels et de dépôts funéraires en contexte de marais depuis le néolithique. On a beaucoup d'amphores italiques. Alors, il y a beaucoup de fossés, comme en haut à gauche. Ici, on peut trouver des fossés. Ça ne nous explique pas forcément grand-chose comme ça. Mais ici, on voit que ce sont, après étude, on a compris que c'était des fossés à libation. Ce sont des pratiques rituelles sur lesquelles Mathieu Pou, qu'on connaît bien sur les fouilles de Coran, a travaillé, avait mis en évidence assez tôt dans les années 2000. Donc on brise, il y a des bris rituels d'amphores et puis on écoule le vin dans ces conduits qui se déversent dans des puits rituels, donc pour consacrer des choses. Donc il y en a pas, on en a retrouvé donc au Brézet. On a un dépôt là, c'est assez. Donc ça, c'est un exemple de puits dans lequel venaient se déverser les dépôts. Ici aussi, avec du bois conservé et des cuvelages également conservés sur les parois. Et puis donc, alors ce cheval, je vous l'ai mis parce que c'est un cheval qui a été déposé, inhumé, avec des pratiques funéraires bien particulières quand même. On a pu, grâce aux études, montrer qu'il était mort par infection généralisée due à une dent cariée, comme quoi... On a pu également, avec les études phoniques, déterminer que ce cheval avait un statut particulier, qu'il avait été bien nourri à l'étable, que c'était un cheval de type gaulois également, mais de grande taille, qui était assez particulier, et qu'il avait des dents de zèbre. Non, mais c'est pas une blague. Voilà. Donc on a également travaillé en programmé, ça sur l'oppidum de Gergovie. Donc sur le rempart. Donc, ce sont les travaux de Thomas Pertelwieser qui ont été menés entre 2001 et 2008. Donc vers le VIe siècle avant Jésus-Christ, au premier âge du fer, donc la falaise est taillée pour en augmenter la verticalité.
ici. Et maintenant, la falaise, elle est érodée. Donc elle devait atteindre 4,50 m de haut, mais c'est érodé, donc on a un profil un petit peu mou, donc on ne le voit plus très bien, mais c'était comme ça. Donc peu de temps avant la conquête, ou juste au moment de la conquête, un rempart donc, est reconstruit sur les restes d'une ancienne fortification, parce qu'on a des restes de fortification aussi qui datent de l'âge du bronze. Voilà, donc le chercheur Thomas Pertelwieser avait mis en évidence des carrières côté sud-ouest qui avaient été destinées à consolider et entretenir le rempart au moment de la conquête. Voilà, il y a des activités artisanales aussi qui ont été mises en évidence dans ce secteur. Donc ça, c'est l'emprise donc, de l'oppidum de Gergovie. Et puis ici, les secteurs sur lesquels ont été portés les efforts en termes d'études du rempart. L'oppidum de Gondol, donc, ce sont des travaux menés par Yann Deberge entre 2005 et jusqu'à maintenant. C'est toujours en cours. Donc c'est un oppidum, qu'on voit un oppidum, donc c'est un site fortifié de hauteur. Celui-là s'élève peu, on le voit moins dans le paysage actuel, mais il s'élève quand même de 20 mètres au-dessus de la confluence de l'Auzon et de l'Allier. L'Auzon ici et l'Allier ici. Donc à l'ouest, c'est l'ex-Zac des Grandes, qui a été abandonné du fait de l'extrême richesse des vestiges archéologiques, puisque maintenant le site est inscrit. Voilà, donc dans tout le secteur sud, donc c'est un site fortifié. On n'a pas pu intervenir là en fouille programmée puisque le propriétaire ne le souhaite pas. Il faut quand même l'accord du propriétaire dans le cas des fouilles programmées, c'est quand même mieux. Au sud de ce secteur ont été mis en évidence donc une sorte de ZAC, comme je vous le disais tout à l'heure, avant l'heure, une sorte de zone artisanale donc qui devait être liée à un port sur l'Allier, qui n'a pas été encore localisé, encore trouvé aujourd'hui. On est où là à peu près, après la Roche-Blanche, Orsay? On est à l'est, le Cendre, oui. Ah oui, j'ai pas mis le Cendre, excusez-moi, oui. Il ne faut pas y aller. Ouais, non, là, il y a la SNCF qui passe. Le Cendre est là, oui. Ouais. Et il y a une grande voie ici qui passe, qui relie en est-ouest l'oppidum de Gondol aux fortifications césariennes, que vous connaissez bien, monsieur André, puisqu'on l'a recoupé sur plusieurs de vos aménagements. Et puis... Voilà, et puis donc, je tiens à souligner aussi qu'il y a une partie donc, qui a été préservée dans le cadre de l'opération de la Montaurière, sur lequel on a travaillé récemment. Donc ça avait été préservé, donc l'aménageur a pu travailler sur un projet de conservation de la partie intéressante et puis sur un projet de mise en valeur. Donc ça va rester enfoui dans le sol, mais il y aura... des panneaux, enfin une information au public sur cet axe qui est quand même très important. C'est une des très rares voies romaines et proto-historiques, puisqu'elle est du fait gauloise, de la fin de la période gauloise. Elle relie, elle relie le grand camp de César au site de Gondol, et puis donc c'est toute la problématique de la conquête et de Gergovie qui est là. Voilà l'oppidum de Gondol, quelques exemples de structures, de fours, de potiers, voilà, en batterie ici. Donc on a le secteur où on travaillait et puis les fours en batterie ici, avec une restitution du fonctionnement. Beaucoup de bâtiments sur cave qui ont été restitués également par ces travaux. Alors, vous avez sûrement entendu parler des sépultures de chevaux gaulois, justement, au Cendre et à Orsay. Donc, dans ce fameux secteur du Cendre qui est maintenant gelé, donc on avait trouvé en diagnostic une douzaine de sépultures de chevaux. À l'issue du diagnostic, il faut savoir que les diagnostics, on intervient sur environ 5%, voilà, de l'emprise totale. Donc, si on fait une projection, on a à peu près une centaine de fosses à chevaux. Alors, il y en a certaines qui ont été inhumées, comme en haut à droite. Bon, la photo n'est pas très bonne, mais inhumées associées avec des hommes. Donc, il y a 8 hommes et 8 chevaux. Les hommes se tiennent tous sur le côté, en tenant l'épaule du précédent par la main gauche. Et puis, on ne peut pas dire que les chevaux, c'est pareil, mais ils ont été en tout cas bien rangés, déposés avec soin, quoi. Alors, l'ensemble des dépôts...
on n'a rien trouvé, ni monnaie, ni harnachement, ni quoi que ce soit. Donc il y a volonté quand même de dépouiller l'ensemble. Et donc il y en a tellement que on n'a pas osé affirmer qu'il s'agissait de la conquête et des traces laissées par les guerres qui étaient liées, mais on y pense vraiment de plus en plus. Enfin, on ne peut pas imaginer que ce soit autre chose parce que c'est vraiment des dépôts qui ont été faits en même temps. Donc c'est pas des sacrifices, c'est pas possible, quoi. C'est trop énorme. Donc on a trouvé d'autres dépôts également à Ourcel-en-Fer, donc au sud du bassin de Sarliève. Donc dans tout ce secteur-là, quand même, c'est très riche. Le sanctuaire de Coran, je passe vite parce que j'ai pas les éléments les plus récents non plus. Mais bon, il est occupé depuis le néolithique à l'époque romaine. Mathieu Pou, il travaille d'arrache-pied depuis une dizaine d'années. Il y a une très belle exposition en ce moment qui est au musée de Delezou qu'il faut absolument voir parce que elle est vraiment très bien faite et c'est intéressant. Ça fait le point vraiment sur les activités. Donc, il a mis également ses pratiques libatoires ici, on voit se dessiner un puits au sol avec des amphores cassés, donc qui se déversent dans les puits. Donc c'est un vaste habitat également qui est relié à un sanctuaire. Il a mis en évidence encore dernièrement un petit théâtre. Donc après le théâtre de Montaudoux, ça c'est pour la période antique, c'est le plus petit théâtre connu de Gaulle. Qui pourrait être, selon ses propositions, plus qu'un théâtre, un centre où on discutait politique, quoi, en fait. C'est peut-être intéressant aussi à dire. Et pour vous ? Oui, tout à fait. Alors, la période gallo-romaine, donc on voit évidemment que les sites, l'occupation se densifie de manière importante. Plus on avance, plus il y a de monde. Surtout au niveau de Clermont-Ferrand, puisque c'est la capitale du chef-lieu de Cité des Arvernes. Donc on a d'autres sites phares également, comme le temple de Mercure, qui est un très grand temple d'altitude, qui est unique en son genre. Pourquoi il mouline ? Donc sur Gergovie, on a des temples également pour la période gallo-romaine qui réoccupent le site. Donc sanctuaire également pour la période gallo-romaine à Coran. On a de très beaux sites aussi au Marbre de Verre, très bien conservés grâce aux sources thermominérales. Donc on a des choses, des sépultures avec des vêtements, des cheveux, tout ça conservé au musée Bargoin, pas forcément très bien mis en valeur, mais ça existe et ça fait partie des collections uniques qu'on a. On a également la source des roches de Chamalières, qui est un site qui est très important avec sa collection d'ex-voto qui est vraiment fabuleuse, unique en France. Allô ? On dirait qu'il a du mal, là, mon ordinateur. Parce que le PowerPoint doit être lourd et qu'on arrive au bout, donc ça doit avoir du mal à charger les images. Voilà, donc je vous ai fait une diapo pour la ZAC de Trémontais, puisque c'est une des dernières découvertes dont on a pas mal parlé. Alors, pour synthétiser, donc on est dans le vallon de Trémontais, dans le vallon du Bouy. On a un très vaste ensemble ici qui barre le vallon volontairement. Le vallon, il s'inscrit comme ça dans la colline. Les écoulements normaux se font comme ça et le bâtiment gallo-romain barre l'ensemble. Donc il y a une volonté de gestion aussi des flux hydrauliques. Il y a quelque chose qui a été prévu pour ça, pour s'implanter comme ça et viser des éléments. Donc c'est une très grande villa en fait qui s'inscrit dans ce périmètre, un peu comme à Champ-Madame, elle a une autre forme, avec des bâtiments annexes ici. Et puis donc ce qui a fait, ce qui a ému la presse, etc., ce qui nous occupe en ce moment, donc c'est la partie nord ici, c'est-à-dire un ensemble cultuel qui a été trouvé, un sanctuaire associé à la villa. C'est un sanctuaire privé, donc qui est constitué de 2 temples qui sont saints par un péribole ici, et qui sont dans un état de conservation extrêmement bon. Donc on a ici au fond là, le mur du péribole, qui est celui-là, qui fait 2 mètres de haut, pour vous dire. C'est un mur de terrasse et qui ceint l'ensemble, qui fait 2 mètres de haut. On a des enduits peints ici conservés sur 1,50 m de hauteur. Ici on est dans le péribole du théâtre, on est ici.
On a des chemins d'accès constitués où on circulait d'énormes dalles de basalte avec le seuil d'entrée du temple principal, celui qui est le plus au nord, qui est une dalle monolithe en arkose qui fait 2 mètres de long. Enfin, c'est quand même pas rien. Ce qui veut dire que c'était déjà de très bons aménageurs. Ah bah bien sûr, bah oui, on a tout à apprendre. On a tout à apprendre de l'Antiquité, hein, notamment des méthodes de construction, du mortier, etc., de l'apport de la pouzzolane dans le béton. Enfin. Donc voilà. Donc ici, c'est pareil, en extrêmement bon état de conservation, des bassins de foulons. Donc ils font en hauteur de conserver, je ne sais plus, on doit tenir debout, ça doit faire 1,80 m ici en hauteur. Et on descendait par des escaliers ici qui sont antiques, hein, qui sont gallo-romains. Alors cet ensemble-là est postérieur à l'ensemble cultuel, puisqu'il recoupe le système ici, ils sont situés là. Hein. Ça recoupe le système hydraulique qui est lié à cet ensemble. Alors ces temples sont reliés à des sources, hein, parce qu'il y a il y a un lieu de captage de sources dans ce temple-là. Donc il y a des dépôts de monnaie, enfin il y a plein de choses vraiment très intéressantes. Tous les systèmes hydrologiques où ils sont conservés, les tuyaux en plomb, enfin plein de choses fabuleuses. Non, mais c'est incroyable, quoi. Alors donc là, le parti, on n'a pas encore acté les choses donc avec l'aménageur, hein, qui est Logidome, pour la ville de Clermont. Mais la ville de Clermont s'oriente quand même plutôt vers la conservation de cette partie-là, hein. Étant donné que de toute façon, on a fouillé en fait qu'une moitié, que la moitié est. La moitié ouest était sous une zone verte, donc elle était déjà conservée. Donc on a demandé en fait à conserver l'ensemble pour que ce soit conservé pour les générations futures. Et que ça reste enfoui dans le sol, puisque remettre en état et le montrer donc au public, ça coûterait encore beaucoup plus cher, quoi, évidemment. Ça pose d'autres problèmes. On a bien fait de ne pas y aller. Parce qu'il y a quand même... On a l'impression que les fouilles archéologiques sont beaucoup plus prescrites depuis, je ne dis pas depuis votre arrivée, mais on faisait des opérations d'urbanisme en 80, 85, 90. Il y en avait certainement beaucoup moins. Sur les côtes de Clermont, des affûts ont été réalisés. Il ne se passait rien. Là, je me souviens que... Voilà. Donc, c'est beaucoup... Vous prescrivez certainement beaucoup plus depuis peu de temps, finalement. 95. C'est depuis les années 95. Bon, c'est lié aussi à l'organisation des DRAC et des services régionaux de l'archéologie. C'est vrai que l'archéologie préventive, elle est née en 79, vraiment. Et les grandes villes, moi quand j'ai fait mes études, il y avait des grandes fouilles, j'en ai fait à Besançon, il y en avait à Marseille, etc. Mais c'est vrai qu'à Clermont, déjà, on accusait un peu de retard par rapport au développement en termes de développement déjà, puisqu'on est lié à l'archéologie préventive. Le développement, il s'est fait, 5-10 ans plus tard par rapport aux autres villes. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pu constater. Mais vraiment, les services, en tout cas ici, pour ce que j'en connais, ça s'est vraiment développé à partir des années 95, où le service a commencé à se structurer, qu'il y a une personne qui s'est occupée du bassin de Clermont, parce que c'était aussi nécessaire, parce qu'avant, on disait, sans trop connaître, par exemple, la gendarmerie des Salins, ça a été un problème, parce qu'on pensait qu'il n'y avait rien. On avait dit OK, feu vert, et quand ils ont fait les travaux, il y en avait partout. Donc il a fallu interrompre les travaux, donc tout le monde était ennuyé. Faire des fouilles d'urgence, etc. Donc c'est un problème aussi de ne pas être là, de ne pas savoir, de ne pas donner les bonnes réponses. Donc voilà, c'est pour ça aussi que moi j'ai constitué un groupe de recherche pour la ville antique, parce que c'est vrai que c'était quand même... un secteur où il y a beaucoup d'aménagements, on y revient sans arrêt on pose des questions, est-ce que là on peut, est-ce que là on peut pas? Et des fois, moi je sais pas, quoi. Et donc pour ça, il faut étudier, il faut aller plus loin, il faut comparer avec d'autres villes. Et puis de plus en plus, maintenant, je peux dire là, je suis sûre qu'il y aura rien, on abandonne. Par exemple, j'ai répondu à Monsieur Vigneron sur 2 opérations récemment. Il y a une partie où on fera un diagnostic pour vérifier aussi les vides, parce qu'on est quand même un peu loin. Et l'autre partie, on l'abandonne, hein, celle qui est sur le boulevard Pochet-Laguet. Et pourtant, c'est une surface importante. J'ai hésité, parce qu'en termes de surface, parfois, c'est quand même important d'y aller. Mais... ce matin, Philippe. J'étais déjà dans la confidence. Ah
Ah, bah oui, il a reçu son courrier quand même. Non, il n'y aura pas de diagnostic sur le non, même pas sur le boulevard Pochet-Laguet. Non, non. Non, mais on essaie de faire des choix, mais pour faire des choix, il faut aussi développer la connaissance, et c'est vraiment important. Le micro. Attends, Philippe. Merci. Merci, Philippe. Merci. Là, vous mettez le doigt sur un détail qui est réellement déterminant pour nos activités. Alors, je parle peut-être un petit peu plus pour les acteurs de la promotion immobilière que les aménageurs ou les constructeurs de maisons individuelles, puisqu'on a vu que le régime et le statut étaient un petit peu différents. Mais il est clair que pour les promoteurs qui interviennent principalement sur l'aire urbaine existante, on voit bien qu'on est au cœur, on est dans le cœur de cible de vos recherches. À partir de là, déjà, croyez que on est très heureux de contribuer au développement de la connaissance, hein, puisqu'on se rend compte que la part de recherche volontaire est extrêmement minime et que la recherche se porte uniquement sur les sites qui répondent à un développement économique ou démographique. Donc, en cela, il est clair qu'on est déjà content d'exister et on est content que nos activités permettent de contribuer à l'évolution de cette connaissance. En termes éthiques, c'est parfaitement incontestable et je crois qu'aucun d'entre nous, de quelque manière qu'il soit concerné par le sujet, ne peut contester la qualité de ce que vous sortez, quoi. C'est extraordinaire. Et je ne dis pas qu'on ne pourrait pas vivre sans, mais on vit encore mieux avec. Hein. Il est président. Après, c'est toujours enregistré, j'espère. Bon. Oui, c'est enregistré. Bon. Après, se pose la spécificité de l'activité qui permet de contribuer à la production de ces richesses. Parce que ça peut aussi contribuer à produire de la pauvreté, de la défaillance. Oui. Et c'est là, pour nous, que se trouve du chômage, éventuellement. Non, mais la défaillance... Bon. Et là, la particularité de l'exercice de notre activité nous amène... Vous preniez l'exemple de la démarche que j'ai effectuée, à réellement intégrer l'archéologie préventive et surtout les conséquences de cette archéologie préventive comme une servitude susceptible, et j'espère que mes confrères le traitent de la même manière, comme une condition suspensive à la réitération de l'accession à la propriété de la parcelle concernée. On a eu le cas, même ensemble, hein, ça doit remonter à 99, où la charge financière, les statuts étaient différents, hein, mais la charge financière liée à l'archéologie préventive représentait le coût de la charge foncière initiale. Donc on doublait l'incidence foncière sur l'opération immobilière, elle n'était plus viable. Aujourd'hui, sur la zone urbaine centrale, lorsque vous estimez qu'une propriété nécessite un diagnostic et que ce diagnostic ne peut être effectué qu'après la démolition du bâti existant. Oui, ça c'est le problème. Je crois que la véritable insécurité juridique et financière de la cohabitation entre vos impératifs, les enjeux que cela représente, et l'économie de l'opération et la sécurité juridique qui doit l'entourer, je crois qu'il est là le point faible, en fait, hein, dans le dispositif. Aucun d'entre nous n'est contre tout ce qui se fait là, au contraire, même, vous savez qu'on a contribué par des déclarations volontaires. Non. Oui, mais c'est ce point extrêmement difficile à gérer, autant pour vous que pour nous, de l'insécurité juridique et financière de l'opération, lorsque la prescription porte sur une propriété bâtie où le diagnostic ne peut être effectué qu'après
avoir procédé à la démolition. Or, avoir procédé à la démolition d'une propriété, ça veut dire qu'il y a eu un transfert de propriété entre le vendeur et l'opérateur immobilier. Et là, je crois qu'il y a un vide, il y a un réel vide. Je ne sais pas si vous avez capacité à nous aider avec vos services juridiques à contribuer, à sécuriser ces montages-là. Mais réellement, sur l'aire urbaine bâtie et dans la philosophie aujourd'hui qui consiste à maîtriser l'étalement urbain au profit de la densité urbaine, il va de soi qu'il y a de plus en plus, on va assister à ce qui s'est passé, le Grand Carré Jaune, et puis généralement les domaines d'intervention des promoteurs. Et là, je crois que vraiment le législateur a fait preuve d'une légèreté et d'une inconscience qui fait que des opérations peuvent être purement et simplement abandonnées. On a le cas de François rue Bansac. Mais la connaissance de l'impact de la démarche préventive et de fouilles approfondies, la relation qui existait entre l'opérateur immobilier et le propriétaire foncier a permis de dire non, de toute façon, la construction immobilière neuve n'est plus imaginable là-dessus. C'est bien, mais il y aurait eu propriété immobilière, transfert de propriété immobilière. Je veux dire, là, c'est le rôle des acteurs privés dans le développement de l'archéologie préventive par l'exercice de leur métier qui permet ensuite d'arriver à cela, atteint ses limites. Et je crois qu'il est nécessaire de trouver des solutions si on ne veut pas avoir des zones qui ne se développeront pas en matière d'habitat et où il va être extrêmement difficile de concilier le non-étalement urbain et la densification urbaine sur des périmètres existants. Alors il y a peut-être un point sur lequel peut-être que Madame d'Artevelle aura du mal à réinsister, mais que le Président, je peux peut-être me permettre d'avoir, c'est que la DRAC ne fait qu'appliquer une loi. Et je crois que c'est aussi quelque chose sur lequel il faut insister. S'il y a un lobbying à faire, c'est d'abord un lobbying législatif, parce que vos services mettent en place, ou tout au moins appliquent des décrets, appliquent des textes, et que là, il y a effectivement une vraie différence. Et c'est bien dit là par Philippe Vigneron, s'il y a la capacité à découvrir ce qu'a été le passé et à en être garant pour les générations futures, c'est effectivement une profession qui a la charge financière de cette garantie. Et peut-être que le législateur n'avait pas tout à fait abordé la chose sous cet angle pécunier. Un autre commentaire, ou peut-être Madame d'Artevelle termine cet exposé avant qu'on puisse avoir aussi d'autres échanges? Non. Voilà, donc un autre exemple de villa antique, donc Beaumont-Champ-Madame, toujours. Donc, yes. qui remonte, c'est une opération qui remonte dans les années 2000. Voilà, donc on avait fouillé ici, c'était sous l'actuelle botanique, le secteur d'habitat en fait de la villa, la maison du maître, quoi. Donc avec ici l'ensemble thermal. Ici on voit un petit bassin arrondi avec un hypocauste. Et puis un ensemble qui était assez intéressant puisque cette villa qui était implantée dans un rectangle de 24 000 m², en fait, ceint par un mur de clôture, avait une nécropole en fait de périnataux. Il y a un ensemble d'une vingtaine de bébés qui ont été déposés en bordure de la limite nord en fait, de l'enceinte de cette villa. Et donc avec des dépôts, des offrandes, ça c'était le contenu d'offrandes d'une seule tombe. De bébés, donc c'est assez particulier également. Donc on avait trouvé des sépultures de bébés, je me rappelle, sur une opération à vous, Monsieur Vigneron, justement à Chauffour, il y a quelques années. Et donc les bébés, on les met toujours, on les met pas avec les morts, dans les grandes nécropoles, on les met pas trop loin de l'habitat, un petit peu sous l'œil, quoi. Bon, ça peut se comprendre aussi. On n'ait pas envie de les mettre n'importe où.
Donc, alors, Auguste-Némétum, la capitale des Arvernes. Voilà, donc j'ai commencé à monter le programme de recherche. On avait ça comme nuage de points, donc pour schématiser la ville antique avec ses nécropoles en verre également. Donc, une ville qui est installée créée à l'occasion de la création de la voie d'Agrippa qui relie Lyon donc à Saintes. La ville aurait été fondée par Agrippa, donc alors lieutenant d'Auguste, à une date encore imprécise, mais qu'on attribue à son deuxième séjour en Gaule entre 20 et 19 avant Jésus-Christ. Voilà, donc la ville est mentionnée par Strabon, etc. Donc on a un miliaire également en Val sur la commune d'Orsine qui est daté de 45-46 qui indique que la voie a été terminée ou réparée à cette époque. Mais bon, d'après les recherches, la voie a été créée au début de notre siècle. Voilà. Alors maintenant, donc, on commence à en savoir beaucoup plus sur la ville et sur son développement. Donc là, j'ai représenté le développement de la ville sur orthophoto plan. Donc on a le centre de la butte ici. Une ville qui est organisée donc, selon un axe nord-sud et est-ouest. Et bon, c'est les axes habituels des villes antiques. Le Cardo Decumanus nord-sud et puis le Decumanus Maximus en est-ouest sont les deux axes fondateurs de la ville, à l'intersection desquels se développe le Forum, donc, qui est situé sous la place de la Victoire, donc, qui était le centre économique, politique et religieux. Donc maintenant on sait, parce qu'on a trouvé énormément à l'occasion des opérations diverses et variées, je sais pas, on a un nombre qui devient assez impressionnant d'occurrences de voies, de rues de l'Antiquité, donc il y en a un peu partout, qu'on arrive maintenant à délimiter l'organisation et puis la taille des îlots qui sont à peu près de 90 sur 105. On a des îlots qui sont rectangulaires en fait. Alors à l'est de la ville, ce secteur est occupé par un quartier résidentiel, donc que connaissent bien certains aménageurs, donc avec des domus, des mosaïques, etc. Et tout ce versant est de la butte était aménagé en terrasse dès le début de notre ère. Donc il y a des aménagements avec des murs de soutènement qu'on retrouve, des apports de remblais, des déblais. Donc il y a vraiment un gros programme d'organisation de la ville au démarrage. Donc l'orientation est nord-sud-est-ouest, mais les grands axes, par exemple la voie d'Agrippa, a imprimé une orientation un petit peu oblique dans le paysage et qu'on conserve pour tous les aménagements antiques de ce secteur-là. Le temple Vasso-Galate est orienté sur cette structuration. Les récentes fouilles qu'on a faites, opérations de fouilles sur l'hôpital Sainte-Marie, etc., également dans le secteur de Fongièvre, la crèche Barbeco, on a fait des sondages, montrent également qu'on retrouve cette orientation un peu nord-ouest-sud-est, nord-est-sud-ouest, pardon. Donc ça, c'est important. C'est une voie quand même qui était une sorte d'autoroute à l'époque, qui imprimait son orientation dans le paysage, et donc qui est bordée par l'aqueduc du Colombier qui approvisionnait la ville en eau. Donc on imagine le château d'eau qu'on n'a pas trouvé, qui est à peu près sous la mairie, et qui, avec un développement nord-sud de l'évacuation des eaux dans l'axe actuel Balinvilliers, qui était le Cardo, au bord duquel on a recensé plusieurs ensembles thermaux. Voilà, donc ce qui explique cela. Donc les nécropoles ici sont situées aux abords de la ville, à l'extérieur, puisqu'on rejette toujours les morts à l'extérieur. Ici c'est la nécropole de Montjoly, là on est sur Roya avec les thermes. Nécropole de l'Oradou, Lafayette, qui se développe sur un axe qui est très important, qui dessert la ville au sud-est. Ici la nécropole de Lièvre-Catarou. Voilà, donc, alors la morphologie de la ville change parce qu'en fait là on a d'autres opérations qui nous montrent que ça se développe par là et puis qu'on avait un axe aussi important qui se développe, qui contourne la butte et qui se développe comme ça vers la gare quoi, en fait. Donc, bon, je vous ai dit l'essentiel. Donc les quartiers résidentiels, un exemple, la Domus Néron. Donc on avait fouillé dans les années 95 pour lequel on a fait avec l'Office un effort de présentation, de mise en valeur sur le site de l'île aux Néron, avec une grande mosaïque qui a été découverte. Là, elle n'est pas très bien visible, mais elle est en cours de découverte, en cours de prélèvement, et puis elle est actuellement visible
au premier étage de la salle de l'office de tourisme, donc sur rendez-vous. Ici, donc d'autres exemples de quartiers résidentiels, c'était la Domus Au-Delan, c'est une vieille découverte également, mais en aval du secteur de la rue Bansac, avec beaucoup d'éléments structurés. Enfin, c'est la composition des îlots, en fait, dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont recoupés en général en 4 oui, en 4. Par exemple, l'îlot Néron, qu'on a vu, la Domus Néron, elle fait le quart, en fait, de l'occupation d'un îlot. 2000 m². C'est pas une domus énorme, il y en a de beaucoup plus importantes qui font 4000 m² à Périgueux, par exemple. Alors, le vaste édifice, oui, qu'on a trouvé sous la place de la Victoire, on est en train d'y travailler d'arrache-pied, là, en programmé, justement. Alors, c'est des données qu'on obtient grâce à des prospections qu'on mène dans les caves de la butte de Clermont-Ferrand. Donc, il faut savoir que dans les premiers niveaux de cave, en fait, on recoupe, sont visibles encore énormément de vestiges archéologiques gallo-romains en élévation. Donc, on a tout un système de galeries ici, qu'on voit ici, on se tient debout, là, on peut marcher debout dans ces galeries. Et donc, qui sont sous la place de la Victoire, ces galeries qui sont là, il y en a une autre par là. Et alors, on avait le forum qui était là, mais comme on disposait pas suffisamment de place, on a élargi l'emprise en construisant des caissons latéraux, des caissons comme ça pour élargir la plateforme et la construire par-dessus. Donc, on a tout un système de caissons qu'on a trouvé donc ici. On a fait des sondages sous l'ancienne pharmacie. Maintenant, je ne sais plus comment s'appelle le magasin, mais cet été, on a réussi à faire des sondages pour vérifier cette hypothèse grâce à leur accord. On en a également trouvé de l'autre côté, donc c'est un système qu'on a validé qui fonctionne. Et donc, on est maintenant quasiment certain que le forum donc, occupait 2 îlots dans cette emprise. Voilà. Cette emprise, donc, ensuite, qui a été réutilisée pour construire l'enceinte du Bas-Empire. Comme dans toutes les villes gallo-romaines, on construit une enceinte au Bas-Empire au moment des guerres, etc. Donc on réduit la ville. Alors, cette enceinte-là est assez petite, elle fait 3 hectares, mais elle reprend en fait l'emprise du forum, et pour cause, parce qu'il y avait sûrement des bâtiments déjà à reprendre, à récupérer. Alors le mur des Sarrasins ou le Vasso-Galate que vous connaissez sans doute, bon ça c'est un vieux mur, enfin dont la découverte date des années 40 et 60, bon, qui n'est pas forcément une réussite au niveau de la conservation et de la mise en valeur. On espère que la ville un jour arrivera à faire quelque chose. C'est vrai que c'est pas facile non plus parce que ça appartient à 2 copropriétés, c'est pas évident. Voilà, c'est très gênant pour les riverains actuellement. Enfin, c'est un mur qui est emmuré, comme on se plaît à le dire dans le métier. En fait, il s'agit d'un très vaste temple. C'est un temple qui est sans doute dédié aux eaux guérisseuses, qui est installé sur un très grand podium qui fait 60 sur 40 mètres. Et donc, il s'installe à cheval sur la rue Rameau. Hein, c'est à l'ouest de la ville. Voilà, donc on a tenté des restitutions ici. Ça pourrait être un temple vraiment extrêmement monumental, quoi, hein, qui est daté du milieu du IIe siècle, donc la phase de réaménagement de la ville. Donc ici, c'est l'enceinte dont je vous parlais de la rue Boireau, donc qui a fait l'objet d'une fouille préventive avec l'office et qui va être conservée. Donc l'office a renoncé à un aménagement en bordure de la rue pour pouvoir mettre l'enceinte en valeur. Donc il faudra retravailler dessus, évidemment, pour qu'elle soit visible. Donc on voit l'enceinte ici dans le bâtiment. Rue Boireau, c'était là où il y avait l'ancienne annexe de la ville, enfin, qui va être détruite. On n'est pas encore détruite, mais enfin elle va l'être. Donc il y a un projet qui est en cours, donc avec l'architecte du patrimoine. Donc on a une enceinte en fait qui est conservée sur 11 mètres d'élévation, dont une partie conservée dans les caves et dans les caves actuelles. Donc il y a tout un travail de reprise à faire, mais c'est quand même un des monuments conservés de la ville et c'est quand même assez exceptionnel. La fouille de Jaude, donc quelques diapos, vous avez tous vu la fouille lorsqu'elle était en cours, puisqu'elle était assez visible. Donc il s'agit en fait d'un édifice public de plus de 100 mètres de long qui est bordé par une voie et un caniveau.
contre lequel viendront s'implanter des boutiques au milieu du IIe siècle. Donc on a une vaste place en fait qui est bordée de bâtiments, et les bâtiments les plus impressionnants qu'on a vus étaient situés sur le côté ouest de la place, avec tout un système hydraulique de bassins, de choses comme ça. Pour le moment, l'étude est en cours, hein. Ils sont sur leur rapport. C'était l'INRAP qui avait réalisé la fouille. Et on n'est pas encore très sûr de savoir à quoi ça a servi. Est-ce que c'est un collège ou est-ce que ce sont des thermes? Enfin, il nous manque un peu d'emprise. Il aurait fallu qu'on puisse poursuivre plus à l'ouest. Mais on était dans le cadre des fouilles préventives, donc on n'a pas pu. Donc on a pu, dans le cadre des recherches menées également, restituer la partie sud. C'était les premières fouilles qui avaient été menées en 95. Donc c'est la partie sud de ce grand bâtiment là qui est bordé par une voie qui est est-ouest. Voilà ce que ça donne. Il y avait des activités artisanales, une voie qui était plutôt en terre battue. Donc tout ça, vous le trouverez sur le site augustonemetum.fr. Il y a pas mal de restitutions 3D pour montrer un peu à quoi ça ressemblait. Le théâtre de Montaudoux, donc un théâtre... J'arrive bientôt au bout de mon temps, non un théâtre qui a été découvert, pareil, dans le cadre des recherches programmées donc menées sur la commune de Serrat. Et c'est le seul théâtre qu'on connaît de l'agglomération clermontoise qui pourrait être celui de la ville antique d'Auguste-Némétum, bien qu'il soit un peu éloigné, c'est-à-dire à 1,5 km à vol d'oiseau, mais c'est tout à fait probable. Il est associé ici à un sanctuaire. Et puis depuis, on a fait d'autres recherches. On a additionné, si vous voulez, tout le résultat des recherches, notamment des recherches qu'on a faites dans le cadre du gazoduc, où là, c'était une fouille préventive. On a suivi le tracé d'un gazoduc juste à proximité. On a vu qu'il y avait énormément de vestiges. Il y a sûrement une agglomération secondaire aussi agglomérée. Voilà, donc Et là, on va travailler très prochainement avec le CREC sur une opération LIDAR, un relevé aéroporté, donc a été déjà réalisé pour essayer de comprendre, essayer de détecter un maximum de sites par cette méthode et voir dans quoi s'insère ce théâtre et puis tous les vestiges qu'il y a autour. Donc pour le moment, il n'y a que le mur de Seine qui est visible ici. Et tout le reste est enfoui. Hein. Ce mur de KVA, là, ce puissant mur qui est sorti des fouilles, est là. Et il est actuellement renfoui. Et alors, on a des moellons, des parements magnifiques avec des joints au fer, enfin des choses extraordinaires. C'est où exactement donc, c'est en limite de commune. Oui, c'est sur le versant est. Bon, il faudra que je vous montre sur Serrat, oui. Ah, ouais. Serrat, Beaumont, Clermont, là. Oui, c'est en limite, ouais, tout à fait. Ouais. Difficile à expliquer parce qu'en expliquant déjà on trouve difficilement. Mais bon, l'aqueduc du Colombier, moi j'avais mené une recherche et puis des sondages à l'occasion d'aménagement du bassin d'orage. Et donc on a pu le dater très précisément grâce à des brindilles d'herbe qui étaient prises dans le mortier, dans l'aire de gâchage gallo-romaine, et on a pu le dater au tout début du siècle. Donc ça c'est vraiment par le C14. Donc je passe. Donc le temple de Mercure que vous connaissez, donc qui est important pour comprendre la ville antique de Clermont-Ferrand, parce que comme je le dis toujours, la ville antique, elle s'inscrit dans un paysage. À l'époque antique, on met les villes en scène. C'est une chose qu'on a oubliée aujourd'hui. Enfin, je pense aujourd'hui, on construit, on bâtit, on s'étale, et puis on oublie le paysage. On ne sait plus dans quoi on s'est installé. À l'époque antique, on faisait vraiment attention. On a utilisé vraiment les buts. Pourquoi on s'est installé là à cette période antique? C'est pas pour rien, parce que on était à l'écart de l'Allier, donc du système économique où on pouvait diffuser des choses. Et là, on s'est mis en retrait parce qu'il y avait des sources thermo-minérales. C'est aussi important parce que l'eau a un rôle très important pour la période gallo-romaine. Parce qu'on pouvait mettre en valeur, utiliser la moindre butte pour installer un sanctuaire. Il y a beaucoup de lieux cultuels tout autour de Clermont. Augustonemetum, ça veut dire sanctuaire d'Auguste. Ça veut dire que la ville a été bâtie autour des sanctuaires. Donc le sanctuaire a un rôle très important. Et pour cause, donc le temple de Mercure, c'est un sanctuaire majeur dans toute la Gaule, qui est installé au sommet d'un lieu aussi mythique. Hein. Il l'est toujours aujourd'hui, il l'était encore, déjà à l'époque gallo-romaine, il l'était même avant, aux époques plus anciennes. Donc on a un temple vraiment pareil, avec une mise en valeur. Il y a tout un système
de cheminement par des escaliers, des envolées de marche où on arrive. Enfin, il faudrait vous l'expliquer ou vous le faire visiter, pourquoi pas. Hein, c'est une possibilité également. Comment ? Avec le petit train, bientôt. Oui, tout à fait. Oui. Voilà, donc avec des lieux d'approvisionnement des matériaux, puisque bon, vous êtes dans la construction, c'est aussi important. Le site a été construit avec de la trachyte, du trachyandésite. Donc c'est des matériaux qui ont été extraits sur la montagne du Kilian, qui est juste au sud. Ce sont des découvertes très récentes qui l'ont montré. Il y a énormément de carrières. Pareil avec les recherches sur le lidar, on met en évidence une foultitude de carrières. Ces recherches sont menées par l'université, par Pierre Boivin et Didier Miallier. Il y a des avancées spectaculaires en la matière. Voilà, bon là j'ai rajouté tous les sites médiévaux pour montrer ce que j'avais pas mis aussi sur le précédemment. Ça montre les poinçons gros, donc c'est pour montrer qu'il y en a partout encore une fois. Ici, donc une diapo, il n'y en a plus que deux, donc une sur Montferrand. On a fait des études dans le domaine du préventif également, donc c'est des opérations qui sont plus rythmées au coup par coup sur chaque opération de ravalement de façade ou d'aménagement de la ville des remparts. On a beaucoup travaillé avec eux et ça a été une aide importante en termes de restauration puisqu'on leur a apporté beaucoup d'éléments archéologiques qui ont permis d'orienter la restauration. Donc il s'agit d'un rempart du XIIIe avec des arcs de soutènement qui sont comblés à l'époque et couverts par des talus qui venaient les cacher, les refermer. Bon, ici, on voit une tour carrée du XIIIe avec un chaînage d'angle. Voilà. Et puis la place Marcel Samba, qui était le lieu castral du site, où on a fait des fouilles avec les fondations du château. Les opérations de ravalement de façade donc, on mène sur Montferrand. Voilà ce que ça peut donner avant décroutage. Donc, nous, on aime bien intervenir au moment du décroutage pour voir apparaître des choses. Par exemple, voici le relevé après décroutage de baies, par exemple, comme celle-ci qu'on voit apparaître et qui montre la continuité de l'occupation des riveraines. Voilà, donc ce sont des baies du XIIIe en fait et qui montrent l'histoire de la maison, voilà, et qui permettent, quand on les a terminées, d'orienter aussi la mise en valeur et la restauration et le ravalement. C'est pas nécessaire de tout recrépir, d'enduire. C'est bien aussi d'indiquer, peut-être en travaillant avec l'ABF, des choses intéressantes qui montrent l'histoire de ce bâtiment. Voilà. Eh bien, merci. Et le timing est respecté à la minute près, puisqu'il est 12 heures. Président, peut-être le mot de la fin. Juste deux mots. Non, je voudrais d'abord remercier Hélène Dartevel, parce que c'est vrai que la présentation a été tout à fait intéressante, peut-être même trop belle. J'ai vu que Philippe était enthousiaste. Il y a peu de temps, il me confiait que c'était difficile le métier de promoteur. J'espère que, ou peut-être, ce serait intéressant d'une petite reconversion dans l'archéologie quand on aura un peu plus de temps dans quelques années. Tous les jours. Et puis une petite réflexion en voyant Daniel Coulon. Je me dis, Daniel, avant 1995, tu as quand même passé de très très belles années. Le BBC n'existait pas, les contraintes archéologiques n'existaient pas. C'était quand même des années extraordinaires. Voilà, tout à fait. Merci Daniel, c'est vrai. Non, c'est vrai que je pense que mes confrères ont été très intéressés par votre présentation. Et puis, c'est très complexe parce qu'on a fait une revue, je dirais, un petit peu rapide de tout ça. À chaque fois, ce sont des dossiers qui sont très précis, devront avoir bien entendu des réponses très précises. Sur un dossier, il faut souvent gratter pour savoir s'il y aura des fouilles complémentaires ou pas, on ne sait pas. Donc ce qu'on peut conseiller à tous nos confrères, parce que bien entendu cette petite réunion a surtout un rôle pédagogique, arrêtez, mais là vous l'avez compris que le fait de dire, même si certains élus clermontois considèrent que l'archéologie, c'est pas très important et qu'on pourrait un petit peu s'en passer. Je pense que nous, maintenant, on a conscience qu'il faut qu'on se parle plus, il faut qu'on vous
qu'on intervienne beaucoup plus en amont. Il faut que l'on puisse vous appeler pour vous expliquer un petit peu le programme, ce que l'on désire faire et comment on peut éventuellement travailler ensemble pour que tout se passe bien, pour qu'il n'y ait pas d'impasse, pour que nos amis banquiers soient complètement sécurisés. Il y en a au moins 2 dans la salle. Et c'est vrai que quand on parle d'impasse, quand on parle de soucis qu'on pourrait avoir, les banquiers qui nous suivent, quelquefois se disent « Oh là là, ils vont acheter un terrain, ils vont peut-être faire un immeuble ou construire des maisons. » Mais s'ils achètent d'abord le terrain, si c'est moi, banquier, qui finance, et si par la suite, il y a des soucis et que la marge est bien inférieure au coût des fouilles, qu'est-ce qui va se passer? Donc c'est pour vraiment pouvoir travailler tous ensemble dans de bonnes conditions. Et je pense que cette réunion matinale a été, je l'espère, très intéressante et instructive pour tous et toutes, même s'il n'y a pas eu beaucoup de questions, mais c'est qu'on en sait certainement déjà un petit peu sur l'archéologie. Merci beaucoup. Merci à vous. Et les discussions vont pouvoir continuer autour de ce moment convivial qui est offert par le CRPI. Merci et très bonne semaine. On a été gentils. J'étais pas arrivé assez en avance pour tout ça. Oh, c'est vrai. Oui, je peux pas dire ce soir. Oui, bah non, mais c'est bien, bah c'est le vieux. Hein. Bon. C'est vrai que ça demande du temps. J'ai pas mis toutes les. J'aurais voulu mettre des opérations les plus récentes, mais ouais, c'est ça. Ouais. Bon, déjà, ça permet de balayer.